Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Des explosions aux abords du Stade de France. 3 au total à partir de 21h17. La nuit d'horreur vient à peine de commencer. Un instant. Il y a une bombe, elle a explosé. Wow, on dirait du Stade de France. Oh là. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Les vraies voix Sud Radio. On n'oubliera jamais ces moments, notamment pour ceux qui regardaient le match de football France-Allemagne et qui avaient entendu ces explosions et qui ne comprenaient pas ce que c'était. Il y aura demain 6 ans, la France connaissait la pire attaque terroriste de son histoire, avec 130 morts et 413 blessés. Le 13 novembre 2015 restera définitivement marqué en lettres de sang dans l'histoire de notre pays. Un attentat islamiste massif frappant en plusieurs points du Stade de France aux terrasses des cafés, en passant par le Bataclan. Comme le 11 mars 2004, plusieurs gares et trains avaient été frappés à Madrid, comme le 11 septembre 2001, les tours jumelles, le Pentagone et le vol United Airlines 93. Depuis, on n'a plus assisté à des attentats commis que par un seul terroriste, même si parfois le bilan humain fut terrible, comme à Nice le 14 juillet 2016. Les attentats du 13 novembre pourraient-ils se reproduire en France? Vous êtes 95,8% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste. Jean-Louis Bruguière, bonsoir. Bonsoir. Quand on voit le 13 novembre, 6 ans après, avec du recul, on se dit que finalement cette méthode avait déjà été utilisée tant aux USA qu'en Espagne. Oui, tout à fait, y compris du reste en Inde. On a oublié de le dire, les attentats qui sont passés à Bombay en 2008. Mais ou également au Kenya. Si vous voulez, moi, je ne suivrai pas vos téléspectateurs parce que je pense raisonnablement que ce type d'attentat sera très difficile à réaliser aujourd'hui compte tenu des avancées, des améliorations et des perfectionnements de nos services et de la technologie mise en place, notamment pour détecter en amont donc l'ensemble du spectre électromagnétique et des messages passés, y compris par des réseaux sociaux ou par des messageries cryptées, ce qui probablement n'existait moins à l'époque. Aujourd'hui, grâce aux moyens qui ont été mis en France, un renforcement très significatif de ce qui a été fait, de la législation également, même celle de 2021 qui pérennise celle de 2015, la loi sur la lutte contre le terrorisme et le renseignement, et surtout la coopération internationale, fait qu'aujourd'hui ce type d'attentat est relativement improbable donc à réaliser parce que on dispose franchement, je dis réellement, des moyens pour l'anticiper. Par contre, le niveau de la menace terroriste est très élevé, ça c'est pas contestable, elle n'a pas décru et aujourd'hui elle se manifeste par d'autres moyens. Donc par des opérations conduites par des personnages isolés agissant de façon très opportuniste avec des moyens de circonstance. Philippe Bilger. J'ai scrupule à contredire très amicalement Jean-Louis Bruguière, qui est infiniment plus spécialiste que moi dans ces domaines. Mais comment dire, j'admets bien volontier que le processus de sauvegarde de l'État s'est amélioré, c'est sophistiqué, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit devenu à ce point exemplaire et efficace qu'il puisse dissuader de tout acte, même d'ampleur. J'entends bien qu'on n'aurait pas forcément le même type d'attentat, mais nous pourrions malheureusement peut-être avoir des attentats d'une autre tonalité et tout aussi dévastateurs. J'ajoute, et là j'aimerais votre avis, Jean-Louis, c'est que en même temps que le processus de sauvegarde s'améliore, l'inventivité terroriste s'adapte. Et je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, le plus tard possible, dans quelques mois, dans quelques années, pour répondre aux défis d'un État qui commence de mieux en mieux à se protéger contre l'horreur, ils parviendront à trouver d'autres horreurs qui seront beaucoup plus difficiles à maîtriser. Donc, peut-être que je rejoins l'accord des auditeurs de Sud Radio. Jean-Louis Bruguière. Alors, oui, écoute, cher ami, je n'aurais pas exactement la même
position pour des raisons purement, je dirais, purement techniques. Parce que quoi que l'on fasse, et quelle que soit l'imagination, je veux dire, des auteurs, car il y aura des tentatives. Il y aura, évidemment, il y aura des tentatives faites par des organisations terroristes islamistes, que ce soit l'État islamique ou d'autres organisations liées à Al-Qaïda, donc de faire des attentats de masse. Mais on ne peut pas faire un attentat de ce type sans un minimum de préparation. Et un minimum de préparation présuppose nécessairement des communications faites en ligne, des communications faites sur la toile, des communications faites par des réseaux cryptés. Et aujourd'hui, je veux dire, l'ensemble de la capacité que nous avons, nous en France, mais également les Américains, parce que faut pas les oublier, nous travaillons très étroitement avec les services américains qui ont des capacités accrues, mais également les Britanniques, font qu'on est en capacité de détecter quand même avec une très forte probabilité les préparations d'un attentat majeur. S'il s'agit effectivement d'un attentat qui va se faire sans aucune préparation, mais en tout cas sans capacité, sans communication qui est faite par la toile, il y a une possibilité que ce type de réalisation se fasse. Mais on ne peut pas faire un attentat d'envergure impliquant une multiplicité d'acteurs avec des multiples cibles, donc une programmation stratégique et opérationnelle complexe sans qu'il puisse y avoir avant un minimum de préparation qui passe nécessairement par des communications parce que les acteurs ne sont pas réunis au même endroit, comme on l'a vu, et ils ne le seront pas. Donc à partir de là, si on a la possibilité effectivement en amont de détecter des signes précurseurs, parce que c'est ça le problème, comme la radicalisation, c'est la capacité que peuvent avoir les États aujourd'hui, compte tenu de la typologie terroriste, de pouvoir détecter le plus en amont possible des signes précurseurs, de les analyser et ensuite d'agir. Là, il s'agit d'opérations lourdes. La radicalisation, on ne serait pas dans un processus de radicalisation. La radicalisation joue pour des acteurs isolés. Il s'agirait de la programmation stratégique et opérationnelle par la suite d'une opération d'envergure. De ce point de vue-là, compte tenu des avancées qui ont été faites ici et là, je pense que la probabilité est relativement faible. Céline Pina. En fait, je pense que c'est toujours un danger de mettre toute sa confiance dans la technique parce qu'il y a plein de choses qui peuvent échapper. D'abord, si la technique était aussi bonne, je pense qu'on aurait moins de problèmes avec le trafic de drogue qui, pour le coup, demande des organisations, pas mal de communication, des choses assez matériellement lourdes, peut-être moins qu'un attentat, mais si vraiment toutes ces questions de surveillance de communication marcheraient, on serait peut-être pas avec des armes lourdes dans certains quartiers, avec des trafics de drogue aussi récurrents et qui s'installent, voire même qui contrôlent un certain nombre de quartiers. Donc voilà, penser que la surveillance des communications permettra d'échapper à tout, c'est aussi savoir que personne va bien sûr communiquer en disant salut, je veux commettre un attentat, ah bon, t'as du TNT, etc. Ça va se passer par des codes, et ensuite que vous pouvez avoir très bien sur un territoire des gens qui par ailleurs ont fait la guerre, viennent de territoires de guerre et savent organiser une petite unité qui peut, on a vu à la fin, les attentats de Paris, c'est un certain nombre de personnes, mais c'est pas tant de personnes que ça. C'est pas des organisations où vous avez une cinquantaine de personnes, ou alors ça veut dire que là, aujourd'hui encore, la justice est passée à côté du gros des troupes. Donc, je crains malheureusement, je pense que nos services sont bons, qu'ils arrêtent un certain nombre d'attentats et qu'ils en arrêtent très régulièrement, mais que la détermination des terroristes et leur capacité à s'organiser, comme le fait que beaucoup viennent de zones de guerre et peuvent rentrer sur nos territoires avec relativement peu de contrôle, fait que la menace est réelle et que la possibilité d'un attentat de masse ne peut pas être rejetée d'un revers de main. Jean-Louis Bruguière, je rajoute un tout petit peu mon grain de sel à ce qu'a dit Céline Pina. Finalement, ce que dit Céline, si je l'ai bien compris, on pourrait probablement, et là vous serez d'accord, plus faire un détournement massif d'avions comme le 11 septembre 2001, mais 5 types qui sortent avec des kalachnikovs et des chargeurs, ce serait peut-être encore faisable. C'est ça, Céline ? Oui, parce que on peut avoir des groupuscules qui s'organisent en tout petit comité, sans coup de téléphone. Oui, c'est ça, voilà. qui apprennent d'autres modes de communication. Jean-Louis Bruguière. Oui. Écoutez, si on a une opération relativement organisée, que ce soit 5 ou 6 ou 7 personnes, c'est très difficile. C'est comme c'est un problème purement militaire. Donc de pouvoir s'organiser un minimum pour que ça fonctionne, parce que aussi ces gens sont extrêmement prudents, ils veulent pas se faire prendre, c'est évident. Ça demande de la logistique. Moi, je peux vous dire ça au vu des affaires que j'ai pu traiter et de celles que j'ai connues depuis lors.
Et toutes les affaires montrent qu'il y a, même pour les petites affaires, il y a une logistique relativement importante qui se met en œuvre, y compris pour les petites affaires. Et c'est à partir de là, je veux dire qu'il y a la vulnérabilité et où on doit agir, et où on agit aujourd'hui. Alors, vous parlez des stupéfiants. Oui, je vous suis, parce que, je veux dire, cette surveillance massive qui se fait notamment par les services étrangers ou en lien avec les services américains ne joue pas, bien sûr, n'est pas mise en œuvre pour des trafics de stupéfiants de type nationaux, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais en matière de terrorisme islamiste, compte tenu de la sensibilité et de l'importance politique internationale qui est faite, y compris par nos amis américains ou britanniques, aujourd'hui, et également, et c'est un point très important, aujourd'hui, de la synergie nouvelle, en tout cas renforcée, qui existe entre l'appareil judiciaire et l'appareil de renseignement, qui a été consacré par des textes, avec la création du parquet national antiterroriste, on a un arsenal relativement puissant, et je pense que de ce point de vue, la probabilité donc d'une action de masse du type de ce qui s'est passé à Bombay, par exemple, avec des opérations multiples, ou le 13 novembre, donc est relativement faible. Ce qui ne veut pas dire que la menace a décru, parce qu'à mon avis, elle est plutôt en hausse aujourd'hui, parce que notamment avec la dégradation de la situation sécuritaire de la zone du Sahel. Et c'est là-dessus, je pense qu'on a un risque important, ajouté probablement avec ce qui se passe en Afghanistan, parce qu'on ne sait pas très très bien les possibilités, les capacités que pourront avoir, ou la possibilité que pourra avoir Al-Qaïda de pouvoir se réinstaller à Kandahar, et les liens qui peuvent exister entre les organisations liées à Al-Qaïda, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'Al-Qaïda, et le nouveau régime des talibans. Ça, c'est une interrogation et une inquiétude réelle qu'il faut prendre en compte, et je pense que le risque terroriste n'a pas décru, tant s'en faut, sur ce point. Par contre, les attentats de masse, je pense que là-dessus, la probabilité est relativement faible. Voilà. Très bien. Élodie Lessaric. Voilà. Merci. Vous savez, mon regard, il est un peu différent parce que moi, je suis linguiste de formation, donc je m'intéresse aux mots. Et pour des raisons diverses et variées, c'est vrai que j'ai côtoyé différentes personnes, notamment Pascal Marchand, que je salue, avec ses travaux sur les mots de la radicalisation. Donc, comment est-ce que sur des corpus, c'est-à-dire des séquences de mots entre terroristes et entre négociateurs, notamment du RAID et les terroristes, comment est-ce que on arrive à faire émerger certains types d'items linguistiques spécifiques. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que là, je vais peut-être moins parler du terrorisme en soi, mais plutôt de la question de la radicalisation. Et là, je trouve, c'est que factuellement, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui posent problème. C'est-à-dire que sans doute, et moi, je peux qu'aller dans le sens de l'expert et du juge qui vient nous rendre compte par sa compétence de la situation. Sans doute, on est effectivement assez doué pour voir ce qui se passe à T0. Par contre, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui se passe à T-1 et qu'est-ce qui se passe à T+1. Autrement dit, quand des individus sont mis en prison, aujourd'hui on le sait, ne sont pas forcément radicalisés, mais ils en sortent radicalisés. Je vous cite notamment c'était le rapport du Sénat dirigé par Catherine Troendlé qui elle-même en 2017 pointait les lacunes du gouvernement en la matière et parlait même du business de la déradicalisation, oui. C'est-à-dire que fait-on des individus qui sont mis en prison, qui ne sont pas radicalisés, mais qui en côtoyant des individus radicaux le deviennent eux-mêmes, et il y a une vraie faiblesse de la part du personnel pénitentiaire, des psychologues, pour pouvoir remarquer et cibler ces indicateurs-là, et je ne crois pas que depuis 2017 la situation ait changé là-dessus. Jean-Louis Bruguière, et après on part au 0826 300 300. Je crois que la dernière intervention était très pertinente parce que le problème de la radicalisation des prisons est un vrai sujet. La radicalisation, c'est effectivement ce qui va se passer à T-1 ou même T-2. Et même dans des zones où l'État ne peut pas légalement intervenir parce qu'il n'y a pas de capacité, il n'y a pas d'infraction commise. Donc les moyens sont extrêmement complexes, si ce n'est la solidarité ou l'acceptation par des personnels ou des gens qui côtoient de ce qu'on peut appeler la délation. Et vous savez à quel point c'est compliqué pour des associations, pour des familles ou pour une école de dire tiens, cette personne a un comportement donc anormal ou suspect. Ça, c'est le problème des signes précurseurs. Et aujourd'hui, tout le problème, c'est de savoir comment on peut, dans un état de droit, mettre le curseur le plus en amont possible.
et on arrive à un moment donné où on peut plus reculer parce que on franchit l'état de droit, et on peut pas là-dessus. Il faut être là-dessus, il faut être intransigeant évidemment sur le respect de nos grands principes. Ça, c'est le véritable problème. Le deuxième, c'est la prison. Je suis tout à fait d'accord, parce que même lorsque j'étais aux affaires, si je puis dire, parce qu'il y a un nombre d'années, le problème de la prison est très criminogène, et les situations de radicalisation ou de recrutement de terroristes en prison existaient à l'époque d'Al-Qaïda, donc une époque très reculée. Aujourd'hui, bien évidemment, la situation est pas. C'est très compliqué. On a quand même fait des progrès énormes, parce que ça n'existait pas à mon temps, de créer un service de renseignement pénitentiaire qui n'existait pas. Il n'y avait aucune capacité, et au contraire, le milieu pénitentiaire était très résistant, pas du tout coopératif en tout cas sur la nécessité ou l'intérêt de faire du renseignement à l'intérieur du milieu pénitentiaire, ce qui était le cas aujourd'hui, parce que on a créé un service de renseignement dit du IIe siècle, mais qui fonctionne avec l'ensemble des grands services comme la DGSI ou les autres services de renseignement français. Donc des choses ont été faites, mais rien n'est perfectible, et je suis d'accord que la problématique, je veux dire, du recrutement en prison est un vrai sujet. Comme ce qui se passe après, mais là après, c'est toute la difficulté juridique, parce que le suivi ou en tout cas des mesures de rétention ou d'atteinte, je veux dire, donc à la liberté à la suite d'une peine purgée. On a fait des tentatives, il y a eu des tests qui ont été déposés, qui ont été retoqués par le Conseil d'État. Donc, mais on avance, mais il est certain que imposer des mesures de sûreté donc contraignantes pose un problème qui n'est pas évident dans un État de droit comme la France, et ce sera pas facile de le faire passer donc au Parlement. Donc on est toujours dans cette difficulté, cette balance entre précisément l'égalité et sécurité. On part au 0826 300 300 direction Toulouse. Bonsoir René. Bonsoir mon cher Philippe David, et bonsoir à vos invités. Eh bien écoutez, bonsoir. Moi je vais intervenir sur une autre façon de voir. Tous les jours, nos forces de sécurité sont attaquées par des groupes masqués, entre 15 et 30 personnes. C'est de l'entraînement, ce sont des manœuvres de guérilla urbaine. Il faut être aveugle et sourd pour ne pas vouloir le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la subversion islamiste a atteint un tel niveau qu'elle n'a plus besoin de recevoir des ordres de l'extérieur. Il y a à l'intérieur tout un système qui est prêt à se déclencher à tout moment à un niveau très élevé. Et effectivement, comme vient de le dire le juge Bruguière, nous sommes coincés avec l'état de droit. Pour gagner une guerre subversive, il faut sortir de l'état de droit actuel. Ce n'est pas possible de vaincre cette subversion islamique dans l'état actuel des choses. Mais, comme la France a toujours su, à un moment ou à un autre, réagir, je reste optimiste, nous vaincrons. Merci beaucoup René, ça termine sur un peu optimiste. Il y a peut-être un truc, c'est que faire évoluer le droit, ça ne veut pas dire sortir de l'état de droit. Sortir de l'état de droit, c'est quelque part confier son sort à l'arbitraire. C'est jamais souhaitable, quelle que soit la situation. Oui. Donc il faut que les gens soient un peu plus précis. Philippe Bilger en 20 secondes et Jean-Louis Bruguière en 30 secondes. J'ai été très heureux d'entendre René. Je crois que sa première réflexion était très juste. Il y a sur notre territoire un certain nombre de bandes armées qui pourraient constituer une parfaite avant-garde. Le deuxième point, je ne cesse de ressasser au point de radoter le fait qu'en face d'une criminalité qui est, au sens propre, extraordinaire, on ne peut plus se contenter d'opposer l'état de droit dans sa seule définition ordinaire. Ça n'est pas sortir de l'état de droit, mais c'est d'en imaginer un autre qui aura une part d'adaptation à ce que la criminalité islamiste, terroriste, a de particulièrement singulier. Le mot de la fin à Jean-Louis Bruguière en 20 secondes. Alors, état de droit, je parle des grands principes. Je vais vous y répondre très simplement parce que j'ai eu accès il y a quelque temps, ça fait longtemps, à des documents donc d'Al-Qaïda disant notre stratégie consiste à pousser nos adversaires à sortir de leur système pour démontrer l'inanité des fondements qui sont les leurs et d'avoir une capacité
de l'intérieur, de pouvoir faire effondrer le système, de renforcer nos attaques. C'est ça le problème. Donc c'est un combat contre les valeurs et je crois qu'on peut très bien lutter contre le terrorisme en étant fidèle à nos principes. Merci beaucoup Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste. Verdict sur Twitter, les attentats du 13 novembre pourraient-ils se reproduire en France? Vous êtes désormais 96% à dire oui. Ça vous dirait le quiz de la présidentielle, les amis? Eh ben c'est pour tout de suite. Sud Radio.